Chers amis, bonjour et bienvenue sur ABC pour cette nouvelle rencontre. Et quel bonheur de vous parler d'un événement qui va se dérouler dans quelques semaines, en tout cas à l'heure où on enregistre cette émission. Notez bien cette date dans vos agendas, janvier 2024, le 28. Que se passera-t-il à Paris dans cette salle tellement symbolique qu'est le Grand Rex? Eh bien, vous allez en savoir plus dans quelques instants avec mon invité que vous connaissez sans doute aussi, Arnaud Rioux. Et là, salut Arnaud. Salut Quel Marc. bonheur de t'accueillir en ce lieu. Je suis très content que tu sois là parce qu'effectivement, l'objectif de cette émission, c'est de parler de ce 28 janvier 2024. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais tu sais, on a des moments de folie quelquefois dans la vie. C'est des moments de folie, mais en même temps, c'est des rendez-vous qu'on sait incontournables. Et je crois que ça m'est arrivé 4-5 fois dans ma vie. La première fois quand j'ai arrêté l'école en me disant je vais faire du théâtre. Ouais. La deuxième fois quand j'ai pris un cabinet à Paris et je me suis installé en disant ça va marcher et j'avais encore rien fait. Quand j'ai acheté le moulin, Ouais. quand j'ai écrit mon premier film, mon premier livre. Et là c'est la cinquième, quand j'ai fait ce film-là où il y avait une espèce d'appel qui me disait c'est de toute façon ça te dépasse, il faut le faire. Il faut le faire. Alors, Ouais. il faut s'offrir le Grand Rex, cette salle légendaire, mythique, parisienne, où les plus grands sont passés, évidemment. Et pour faire quoi? D'abord, vous proposez un événement absolument exceptionnel, on va le détailler dans une seconde, et en plus une projection d'un film Ouais. qui est une partie de toi. Ouais. C'est toi, hein. C'est moi et je me rends compte, à chaque fois que je le présente, en fait, ça fait un moment que je le présente, j'ai fait 80 villes pour aller le présenter et à chaque fois que je regarde le film, je suis ému, Ouais. presque gêné parce que je suis quelqu'un finalement d'assez pudique, je suis très médiatisé mais je suis très pudique. Et dans le film, il y a tout non seulement ce que je suis, mais ce que je fais, ce en quoi je crois, les rencontres avec les chamans, donc quelque chose qui habituellement n'est pas tellement filmé. Moi, je suis connu par les livres, etc. Mais là, c'est quelque chose de très intime, tout ce que je vis avec les chamans. Et donc, il a fallu jouer sur à la fois de l'impudeur et de l'exhibitionnisme. C'est la frontière entre les deux, comme un équilibriste. Alors, on va voir précisément, on va mettre un petit extrait dans quelques instants, hein, pas tout de suite, je dis ça à mot pour le réalisateur, mais on va voir un petit teaser de ce film. On va parler de ce qu'il va y avoir pendant cette journée du 28 janvier avec tous ceux que tu as conviés. Et Dieu sait qu'il va y avoir du monde sur cette scène du Grand Rex. Et puis, on va aussi parler de toi. Et alors là, quand j'ai préparé l'émission, mais moi, alors je connaissais Arnaud Rioux, évidemment, mais il y a des tas de choses que j'ai découvertes. Ouais. Je ne savais pas que tu étais tout ce que tu es, et vous allez voir le personnage. Je suis très embêté à l'idée de te présenter, de te décrire, et en tout cas de t'octroyer, parce que c'est souvent ce qu'on aime faire en France, un titre. Ouais. Qui es-tu en réalité? Alors, si tu me permets juste une histoire avant ça, c'est l'histoire de Merlin l'Enchanteur, qui est un grand chaman, et puis il est invité au XIIIe siècle par le roi qui l'invite. Il a entendu parler de lui, et donc il l'invite, et puis Merlin arrive 2 jours avant l'invitation, il passe par la fenêtre, et puis il se retrouve dans le palais, et puis là il voit une magnifique pièce avec un trône, et Merlin l'Enchanteur saute sur le trône. Je suis bien sur le trône. La porte s'ouvre, le grand chambellan rentre en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui ?» Il dit « Je suis Merlin. » Il dit « Mais ça, c'est la pièce qui est réservée au chambellan. » Il dit « Mais moi, je suis bien au-dessus du chambellan. » Il dit « Mais au-dessus du chambellan, c'est le grand-duc. » « Non, mais moi, je suis bien au-dessus du duc. »« Au-dessus du duc, c'est le prince. »« Non, au-dessus du prince. »« Au-dessus du prince, c'est le roi. »« Non, je suis au-dessus du roi. »« Au-dessus du roi, il n'y a que Dieu. »« Non, mais je suis au-dessus de Dieu. » Au-dessus de Dieu, il n'y a rien. C'est ça, je suis rien. C'est magnifique. Et j'aime bien cette histoire, parce que quand il s'agit de me présenter, aujourd'hui j'ai l'étiquette du chaman, puisque voilà, ça fait 30 ans que je consacre ma vie avec les chamans, à transmettre le chamanisme en Occident, et ce qui est souvent mal compris. Donc c'est vraiment ma vocation de transmettre. Donc j'ai cette étiquette-là, cette représentation-là. Pour autant, j'ai passé 15 ans avec les maîtres tibétains, j'ai une grande affinité. Ce que je pourrais dire, c'est que ça fait 35 ans maintenant que je consacre ma vie et des journées très denses, parce que j'ai des journées très denses, à transmettre la sagesse des peuples premiers au monde moderne. Voilà, à travers une vingtaine de livres que j'ai écrits, à travers ce film qui est sorti, à travers une académie que j'ai fondée, à travers des enseignants que j'ai formés, à travers des événements qui ont lieu un peu partout. Voilà. Et des lieux magnifiques, Et comme, des lieux, comme un ce moulin, fameux un moulin. moulin que j'ai créé. On va y revenir dans en quelques Bourgogne, instants. ouais. Etugen, ça se prononce comme ça? Etugen, ouais. Etugen, qui veut dire? C'est le nom de la déesse de la terre en Mongolie.
Et quand je cherchais un nom, c'était entre Oulan-Bator et le lac Osgol, où j'étais avec grand-mère Ayengat, l'un des personnages du film, une chamane, un grand leader spirituel mongol. Ouais. Et puis je sens ce jour-là que c'est le jour pour trouver le titre du film. Et donc je lui dis, donne-moi trois noms mongols que tu aimes bien. Et elle me donne 2 noms complètement imprononçables, parce que le mongol, c'est assez difficile à prononcer. Je lui dis, ça sera pas ça. Et le troisième, elle me dit, Etugen. J'ai dit, Tugen, c'est quoi? Elle me dit, c'est le nom de la déesse de la terre. Et voilà, vu le thème du film, je me dis, alors, ok, ce sera le titre du film. On va voir un extrait dans quelques instants. Mais avant de parler de cet événement du 28 janvier, vraiment notez cette date et autour de cette vidéo, vous avez tous les liens pour pouvoir être avec nous le jour de cette grande première au Grand Rex. Je voudrais qu'on parle de toi, encore une fois, et qu'on retrace un petit peu ton parcours, qui est aussi un parcours assez atypique. Mais on sent que tu es bercé par les déesses de ces mondes subtils, depuis toujours, depuis tout petit, et même au travers de tes parents. Maman? Oui, maman qui était très médium, qui était très sensible, qui était très connectée et qui m'a toujours bercé en disant c'est naturel de dialoguer avec l'invisible. Je crois que les enfants, alors pas tous les enfants, mais énormément d'enfants ont un lien avec l'invisible. Pour eux, c'est normal. Pour moi, quand je voyais, je sais pas, un animal mort, un oiseau mort et que je le caressais, pour moi c'était naturel qu'il entendait ce que je lui disais. Donc il y avait vraiment ce lien avec l'invisible. Et ma maman me confirmait ça en me disant, voilà, on ne pouvait pas écraser un moustique à la maison, chaque araignée qu'elle voyait avait un nom, donc j'ai toujours eu ce rapport, même avec les végétaux, il y avait quelque chose de naturel, tout le vivant, végétal, animal, minéral est vivant et demande le respect parce qu'il y a un esprit. Voilà, à partir de là, comme ma maman était non seulement médium, mais elle ne l'a jamais affirmé, elle ne l'a jamais reconnu. Et en même temps, elle a été diagnostiquée maniaco-dépressive et donc elle a passé à peu près la moitié de sa vie en psychiatrie. Moi, j'ai toujours appréhendé le monde de l'invisible avec beaucoup de discernement et beaucoup de méfiance aussi. Et comme mon père, lui, était très pragmatique, très analytique, très cartésien, etc., je voyais ces deux êtres très complémentaires vivre ensemble et c'était un mystère de savoir pourquoi ils pouvaient vivre ensemble. Pourquoi est-ce que tu ne poursuis pas tes études après 16 ans? Parce que j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression de mourir en fait tout simplement. De mourir parce que j'ai l'impression qu'on considère l'école comme des enfants avec un cerveau vide et puis qui doit être rempli de plein d'informations qui me semblaient complètement inutile, là où j'avais l'impression que tous on sait en nous. Et donc du coup j'étais vraiment dernier de la classe, à chaque étape il fallait passer dans la classe supérieure et puis j'ai tenu le cap quand même jusqu'à la classe de 3e et puis à 3e ils m'ont mis à la porte tout simplement et ça a été une grande libération parce que comme j'avais plus ce poids des trucs, je venais de découvrir avant d'être viré le théâtre et là quand ma mère m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, j'avais 15 ans et demi, j'ai dit je vais faire du théâtre et ça a été comme une évidence. Et là, je suis rentré par la petite porte en tant qu'éclairagiste, assistant de l'assistant régisseur, et puis après régisseur, et puis après éclairagiste, et puis après assistant metteur en scène, et puis metteur en scène, puis j'ai dirigé un théâtre, et j'ai dirigé une compagnie, et puis ça a été une grande partie de ma vie. Et à cet instant, à cette période de ta vie, la dimension spirituelle, quelle place a-t-elle? Alors, il a fallu que j'attende d'avoir 50 ans pour savoir qu'en Mongolie, il y a un mot qui est le même pour dire acteur et pour dire chaman. Et pour moi, quand j'ai découvert le chamanisme, je me suis dit, mais en fait, c'est un peu comme au théâtre. C'est-à-dire qu'on incorpore un personnage, en l'occurrence un ancêtre, mais on parle vraiment d'incorporer. Et au théâtre, on incarne un personnage qui est un personnage. Donc, il n'y avait pas cette dimension spirituelle, ou en tout cas, jusqu'à ce que j'ai elle était là, présente à travers le théâtre, où j'avais l'impression toujours d'être en lien avec l'invisible, en lien avec l'impalpable, avec la poésie, avec la magie, qui font vraiment partie de l'invisible. Et puis, il y a eu un électrochoc quand j'ai eu 24 ans, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu une NDE à la suite de cet accident, et là, il y a eu une prise de conscience de se dire, je suis en train de passer complètement à côté de ma vie. À l'époque, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, je mangeais n'importe quoi, j'avais une vie qui était... Et donc, ça a été un électrochoc de me dire, si la vie s'arrête là, t'es passé complètement à côté de la tienne. Et donc j'ai eu envie à ce moment-là, et puis voilà, on dit quand le disciple est prêt, le maître apparaît, et donc les maîtres, parce que j'ai eu beaucoup de chance, enfin moi je dis la chance ou le bon karma, je sais pas, mais j'ai eu la chance de rencontrer de très près et très intimement de très grands lamas tibétains avec qui j'ai passé 15 ans de ma vie, j'ai été l'assistant d'un grand lama, j'ai suivi, enfin j'ai passé beaucoup de temps dans cette vibration-là, et ça répondait pas seulement à des questions, mais à une espèce de soif de spiritualité qui m'a vraiment nourri. Ouais, c'est ça, et tu en parles d'ailleurs, hein, tu parles de toutes ces rencontres incroyables entre inspiration, courage, valeur, alignement, cohérence.
C'est tout ce qu'on t'inculque. C'est tout ce qu'on m'inculque, c'est-à-dire que à l'école, on m'apprenait voilà, des choses qu'il faut savoir. Les maîtres que j'ai eus, et je parle de maître parce que souvent on a du mal avec ce mot-là, maître, un gourou, on veut tous être notre propre maître avant même d'être prêt à poser un genou à terre pour étudier. Moi, j'ai été disciple pendant de longues années, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que d'apprendre et d'être inspiré. Et j'ai été inspiré par des maîtres qui, par leur posture, par leur alignement, me donnait envie de les suivre. Voilà, c'est pas parce qu'ils étaient diplômés, mais c'est parce qu'ils étaient bons, c'est parce qu'ils étaient cohérents, c'est parce que ce qu'ils faisaient correspondait à ce qu'ils disaient. Et ça m'a donné une vibration incroyable parce que j'avais pas de modèle. J'avais pas de modèle. Quand je regardais la société civile, j'avais des gens qui parlaient bien mais qui agissaient à l'inverse, ou des gens qui agissaient beaucoup mais qui ne savaient pas parler. Et j'ai vu vraiment dans les maîtres, tibétains beaucoup, puis après par d'autres rencontres que j'ai eues, un alignement entre des valeurs et des actes. Et ça m'a donné envie de... Je me suis dit, j'ai envie de partir sur cette voie, quoi. Alors, partir sur cette voie, et c'est là où c'est intéressant, c'est le switch. Ouais. À quel moment tu te dis... Parce qu'aujourd'hui, ce que tu as est devenu véritablement une institution. Ouais. Vous allez voir des photos, vous allez voir évidemment le film, vous allez voir le teaser du film Etugen qui sera projeté, je vous rappelle, le 28 janvier. Ce sera au Grand Rex pour un événement exceptionnel. Le switch où tu te dis, voilà ce que je vais faire, je suis à ma place, voilà de quelle manière je vais l'enseigner. À quel moment ça arrive, ça? Ça se met petit à petit, parce que tu sais, il y a toujours la question de la légitimité. Moi je suis quelqu'un qui doute. Je doute de moi beaucoup. Je suis, Mais tu oses. Mais j'ose. Mais j'ai peur tout le temps. La peur fait partie de mon signe. Je suis dans la peur tout le temps. Et pour autant, la peur, je la regarde. Et quand il y a quelque chose à faire derrière, je me dépasse. Donc j'apprends à me dépasser. Et donc la question de la légitimité, c'est toujours posé. Quand j'ai eu l'élan ou l'appel d'écrire mon premier livre, sur le coup, je me disais, mais attends, tu sais déjà pas écrire qu'est-ce que tu veux? Tu fais des fautes d'orthographe, puis tous les livres sont déjà écrits, qu'est-ce que tu veux? Et je dis, non, celui-là, celui que je vais écrire ne sera pas écrit. Et donc, j'ai écrit le premier livre. Ça n'a pas été un très grand succès, mais mon éditeur, à l'époque, m'a dit, ça ne sera pas un succès, mais quand tu sortiras ton 7e livre... celui-là, on va le ressortir. Et je l'ai regardé comme ça, je me disais, j'ai jamais l'intention d'écrire 7 livres. Ah, t'avais pas l'intention de faire tout ça? Non, pas du tout. J'ai écrit le premier. Moi, tu sais, j'ai vécu ma vie sans plan, sans synopsis, sans scénario. Et c'est un jour, en stage, quelqu'un qui me dit, mais tout ce que tu dis, on ne l'a jamais entendu, tu devrais l'écrire. Et là, je me suis dit, tiens, et le lendemain matin, je me mettais à écrire, et j'ai écrit, j'ai envoyé mon manuscrit aux éditions de l'Homme, qui l'ont publié, et ça a été vraiment une surprise, quoi. Incroyable. Mais sinon, j'avais pas du tout vocation. Moi, je suis pas littéraire, j'ai pas fait d'études littéraires du tout, pas fait d'études tout court. Mais par contre, quand j'ai terminé le premier, j'avais la main qui grattait, et j'en ai écrit le deuxième. Et là, quand je regarde ma librairie et que je vois que j'en ai écrit, que je prépare mon 20e, je suis surpris parce que... Je suis surpris, quoi. Non, mais c'est extraordinaire. Et fier. Ouais, je commence à être fier. Seulement maintenant? De ce que je fais. Ouais, seulement maintenant. C'est magnifique. Il y a eu des petits moments de petite fierté où je me disais, ah, j'ai réussi ça. Et là, je suis fier, je suis fier pour mon âme. Je peux dire à mon âme, tu vois, j'ai fait ce que tu avais envie de faire. C'est de ça dont je suis fier. Ouais. Tu lui parles souvent? Tous les jours. Chaque seconde, je lui parle, elle me parle, c'est une histoire d'amour que je souhaite à chacun, parce que c'est accessible à chacun, et simplement, des fois, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, alors qu'elle est là tout le temps. Ça, c'est une notion importante. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh là là, mais attention, Arnaud Rieu, il doit être en lévitation H24, à manger des graines et se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Non, pas du tout. Non, je suis très, très pragmatique. Absolument. Je suis très pragmatique. Absolument. Et tout le monde peut donc avoir cette dimension spirituelle dont tu parles, à écouter son âme et à parler à son âme. C'est notre essence. On est tous. Alors, malheureusement, quand on ne l'écoute pas, ça peut arriver. Là, j'étais au Moulin ce week-end, il y avait un groupe qui était là, puis dans ce groupe, il y avait une femme qui me disait, moi, j'étais pas du tout dans la spiritualité. Il a fallu que mon fils se suicide pour que d'un seul coup, je me dise, mais qu'est-ce qui se passe? Où il est passé? Et d'un seul coup, qu'elle se mette dans une avidité de comprendre, d'aller voir les médiums pour se dire, où est mon fils? Puis les médiums qui ne lui ont pas dit simplement où était son fils, mais qui lui ont dit, pose-toi, prends soin de toi. La nature humaine, c'est autre chose que le citoyen, la personnalité, le consommateur. L'âme est beaucoup plus grande. Et donc, il y a eu, pour elle, cette appétence. Et souvent, quand on ne fait pas les choses dans la douceur, c'est dans la douleur, c'est dans un accident que là, on est poussé et on a envie d'apprendre et de comprendre. Quand on te lit,
Quand on écoute tes discours, quand on écoute ta vision de la vie, on se demande si d'abord, un, tu es né à la bonne époque, et deux, tu es au bon endroit. dans les deux par moment. Et ça m'est arrivé des fois de pleurer sous mon oreiller en me disant mais pourquoi à ce moment-là et pourquoi à cette époque-là et pourquoi dans ce lieu-là. Oui. Je me souviens d'un maître tibétain qui était venu, qui m'avait dit c'est difficile pour toi parce que tu vois, chez nous, tout nous ramène à la spiritualité au Tibet, chez vous, tout vous en éloigne. Et des fois, je suis l'impression de mettre de l'énergie pour devoir convaincre de ce que nous sommes en essence. Un petit peu comme un poisson qui serait sorti de son bocal, de son océan, qui se retrouverait dans un bocal et qui se dirait mais je vous assure, c'est pas notre nature de tourner dans le bocal. Et les copains qui disent mais attends, tu vois bien qu'on peut pas sortir de là. Ouais, Mais on vient pas d'ici. Moi c'est pareil. Donc, et pour autant, je me sens vraiment comme un relayeur. C'est souvent, sinon je serais parti vivre en Mongolie ou vivre en Inde, ça serait possible. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Mais moi, ma vocation, c'est d'être interprète. Je reçois les messages de ces peuples premiers et je vis dans le monde moderne que je connais bien. Je connais le monde de la matière, je connais le monde de l'entreprise, je connais le monde des scientifiques et je suis comme un interprète. J'essaye de dire ou je dis avec des mots simples ce qui peut sembler complexe, mais ce qui est accessible à chacun. Et tu es aussi un très bon narrateur. J'aime bien raconter Tu racontes des histoires. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu aurais pu, effectivement, tu t'es posé la question à un moment donné de savoir si ta place était vraiment ici et si, effectivement, tu n'étais pas plus attiré par ces peuples premiers à vivre de leur manière. Oui. Et en même temps, non, je me sens vraiment, comme je disais tout à l'heure, mes deux parents qui étaient tellement différents, moi, je me sens toujours entre deux. Et peut-être c'est des passés de voyageurs, mais souvent, quand j'arrive en Inde ou au Tibet ou en Mongolie, enfin, au Tibet, je ne vais plus beaucoup maintenant, mais en Inde ou en Mongolie ou ailleurs, je sens aussi la nostalgie de mes racines ici. Et puis quand je suis ici, je sens mes nostalgies des racines là-bas. Et donc c'est vraiment, j'appelle ça la nostalgie du divin qui englobe tout. Et pour moi, je suis bien dans la transmission. Donc j'ai besoin d'aller à l'un, d'aller à l'autre et de me nourrir de l'un et de l'autre et de faire le lien, comme un voyageur qui se dit mais je viens de là-bas, c'est magnifique là-bas, quoi. Alors, on va voir également une série de photos qu'on a sélectionnées qui illustrent d'abord l'événement de ce 28 janvier 2024. Notez bien, prenez vos places dès maintenant parce que ça part à une vitesse folle et on a vu en l'espace de quelques jours ça a déjà commencé très fortement. Il y a des gens dans ta vie qui ont ponctué évidemment ta vie et qui ont transformé ta vie. Clairement. Il y a une personne. Il y a 7 personnes. Il y a 7 personnes qu'on va retrouver dans le film Etugen et on va voir un extrait dans quelques instants qui s'appelle Grand-mère Ayengat. Mais d'abord, pourquoi est-ce que c'est pas une grand-mère? Elle n'a rien d'une grand-mère. Non, elle a mon âge et moi je ne suis pas grand-père non plus. Enfin non, elle est même plus jeune que moi. Mais simplement, en Mongolie, comme dans les traditions amérindiennes, on appelle grand-mère ou grand-père ceux qui transmettent aux jeunes générations et ceux qui transmettent aux chamans. Donc elle est enseignante spirituelle, elle est chamane elle-même et elle enseigne, elle a formé plusieurs centaines de chamans en Mongolie et donc elle leur transmet et c'est un titre honorifique, voilà, grand-mère. Ouais. C'est elle qui te donne tes lettres de noblesse? C'est elle qui me donne mes lettres de noblesse, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas qui me reconnaît chamane, qui reconnaît ma lignée, la lignée paternelle, une lignée de druides du XIIIe siècle et donc elle a retrouvé cette lignée-là. Et c'est elle qui l'a retrouvée en Mongolie. Ça a été une grande surprise pour moi, en tout cas. Et depuis, on a signé comme une alliance, elle et moi. C'est vraiment une alliance, c'est-à-dire que moi, je l'aide sur un plan, elle m'aide sur un autre plan. Et c'est une alliance qui dépasse même cette incarnation. Ouais, dans le film Etugen, tu dis d'ailleurs qu'elle, on va la voir, parce qu'elle est, elle est très, très, très présente. Tu dis d'abord que sa lignée... est en relation avec ta lignée. C'est ça, c'est qu'elle dans sa lignée descend de Gengis Khan, les guerriers mongols du XIIIe siècle, et qui sont allés jusqu'en Bretagne. Et une armée de Gengis Khan est allée jusqu'en Bretagne et a rencontré à ce moment-là des guerriers druides de ma lignée. Et donc c'était au XIIIe siècle et il semblerait, dans ses dires en tout cas, que mes ancêtres aient aidé ses ancêtres à ce moment-là. Et donc un petit peu comme si elle avait une dette envers moi, elle a décidé de régler cette dette. Et l'une des façons de ça, c'était de nous allier dans cette vie-là. Donc c'était, quand on te raconte ça, et que tu es en Mongolie, tu te dis, mais c'est des histoires à la Harry Potter, où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais comme avant ça,
elle a raconté toute mon histoire depuis ma naissance en n'oubliant aucun détail et qu'elle m'a donné des détails que personne ne pouvait connaître. À un moment donné, quand elle remonte, il a bien fallu que je la croie aussi. Et puis surtout, ce qu'elle m'a dit, je l'ai fait. Moi, je suis quelqu'un de sceptique aussi. Ce qu'elle m'a dit, je l'ai fait vérifier par 7 chamans qui ne se connaissaient pas en Mongolie, qui tous m'ont dit la même histoire. Ah oui, donc tu as été chercher quand ouais, même la vérité quelque part. J'ai besoin de vérifier. Les choses. Je ne me crois pas de ce qu'on me dit, je vérifie. Comme le disait le Bouddha, ne croyez pas ce que je vous dis, vérifiez-le par vous-même. Si ça fonctionne, gardez-le. Sinon, donc comme c'était quelque chose, quand on te dit, voilà, tes ancêtres au XIIIe siècle, c'est pas quelque chose qu'on te dit comme ça, je l'ai fait vérifier par 7 chamans différents qui m'ont dit la même chose. Et là, je me suis dit, ok, donc je vais partir sur ce postulat, sur cette hypothèse-là. C'est une énorme responsabilité. Ouais, c'est une grande responsabilité. C'est pour ça que j'ai pris mes précautions aussi. D'une part, parce qu'être chaman, c'est une responsabilité. Enseigner, c'est une responsabilité. Faire des soins, c'est une responsabilité. Et être chaman français de lignée mongole en 2020, c'est une responsabilité. Donc c'est sûr que, mais voilà, je prends de plus en plus le risque d'assumer mes responsabilités, qui sont particulières dans cette incarnation-là. Est-ce que tu t'es demandé si tu devais assumer ça? Oui, ou l'ampleur de la tâche était suffisamment... Quand elle me l'a proposé, enfin non, pas quand elle me l'a proposé, quand elle me l'a dit, je lui ai dit, voilà, je vais réfléchir. Et elle a rigolé en disant, il n'y a pas à réfléchir, c'est pas une question que je te pose, il n'y a pas le je choix. te dis les choses. Et comme elle, quand elle a été reconnue, je connais bien son histoire, quand elle a été reconnue, son fils, sa petite fille est tombée malade. Et elle est allée voir le chaman en disant qu'est-ce qui se passe. Et le chaman lui a dit il faut que tu incorpores tes ancêtres, sinon ta fille va partir, va quitter ce monde. Et puis elle a essayé de négocier, de parlementer, elle a refusé et sa fille est décédée. Et 2 ans après, son fils tombait malade à son tour. Et là encore, il y avait cette... Donc quand on refuse quelque part sa mission, il y a quand même un engagement. On a besoin d'affirmer sa mission. Et ça veut donc c'est effrayant quand même. Ça peut être vécu de façon effrayante. Ouais. Moi, je me suis dit, surtout, je ne l'ai pas vécu dans la peur. Je me suis dit, il y a quelque chose de... C'est comme, je ne sais pas, c'est comme quelque chose, comme un potentiel qui t'est donné. Je préfère dire un potentiel plutôt qu'un talent, parce que le talent, c'est rien. Pour moi, c'est comme disait Jouvet, 5% d'inspiration, 95% de transpiration, de travail. Donc le talent n'est rien si on n'en fait rien. Donc moi j'ai eu cette graine de chaman, c'est sûr, mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que j'ai bossé 14 heures par jour pour l'affiner et pour comprendre un peu de quoi je parlais. Donc c'est énormément de travail. Énormément de travail. Tu as parlé de cette angoisse, de la peur, de la responsabilité. À aucun moment tu dis c'est une chance. Si, aussi. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, je me considère de plus en plus comme très chanceux dans cette vie. Parce que je rencontre, bien sûr, grand-mère Aliengat, mais il y a tellement d'êtres incroyables que j'ai rencontrés, des Tibétains, des Amérindiens, des chamans de Mongolie, d'Amazonie, de Nouvelle-Zélande, du Japon, avec qui je suis comme un frère aujourd'hui. Et c'est une chance incroyable. Ils sont source d'inspiration. Je ne les vois pas toujours beaucoup. Des fois, on se voit qu'1 ou 2 fois par an. Mais je suis toujours très touché quand un chaman de Nouvelle-Zélande ou du Japon me dit « Écoute, je suis passage en France. Est-ce que je peux venir te voir au moulin? On va faire une cérémonie. Et c'est ce qui me fait dire, dans cette vie-là, je ne sais pas ce que j'ai fait dans les vies passées, mais si c'est quelque chose, mais en tout cas, je me sens chanceux, clairement. Tu sais quelque chose sur tes vies passées? Bien sûr. Juste deux ou trois anecdotes. Tu sais, quand tu passes ta vie à explorer le monde de l'invisible, obligatoirement, tu regardes un petit peu. Et alors, qui étais-tu? Il y a obligatoirement des vibrations avec lesquelles tu te sens des affinités. Le Tibet, c'est une certitude. Et la première fois que je suis allé au Tibet ou en Inde, d'un seul coup, je savais exactement dans les monastères quelles étaient les règles, comment fonctionnaient, etc. J'ai retrouvé vraiment des monastères où je suis, pour moi, dans ma perception, où je me suis rendu dans d'autres vies. En Mongolie, c'est une certitude aussi. Et au Japon, de par mes relations avec les arts martiaux, je sentis tout de suite aussi, quand j'ai débuté les arts martiaux, comme quelque chose que mon âme connaissait et qui se réaligne. Alors, par rapport à ça, moi, je vois la précaution que prennent les Tibétains avant de reconnaître. Je ne m'annonce pas en disant dans une vie passée, mais je prends ça comme des hypothèses, et quand les hypothèses sont solides, je les nourris tout simplement. C'est ça qui, je pense, fait ton succès, ta notoriété, ce que tu es aujourd'hui, c'est que tu restes bien ancré quand même. Je reste très ancré, je reste dans le doute et dans la foi en même temps. Je ne prends pas les choses comme souvent on se dit, les gens qui sont spiritualité sont perchés. Moi, je ne suis pas
perché du tout, je suis très pragmatique. Dès qu'il y a un truc que je ne comprends pas, Ouais. je vais en parler avec là, j'ai eu une discussion avec des physiciens quantiques parce que je voulais comprendre quelque chose. C'est très complexe la physique quantique, quand on Ouais. voit, Ouais, toujours ouais, très ouais. simplifié. Je voulais comprendre ça. Ouais, Et donc ouais. on a pris beaucoup de temps à échanger pour se rendre compte finalement que pas les théories, mais la vie des chamans, les postulats des chamans s'expliquent complètement par la physique quantique. C'est très cohérent, très très cohérent. Alors cette rencontre avec grand-mère Iyengar Iyengar. qu'on voit ici, euh, la question que je me suis posée, c'est tu la rencontres d'abord et elle te propose ce film, ou est-ce que tu fais le film et tu la Non, rencontres? je la rencontre d'abord et après je me dis je vais faire le film. Et quand je vais faire le film, je lui propose, sur le coup, elle me dit no pictures, pas d'image. Et je lui dis si, parce que on a besoin, nous, nos images à nous, c'est perdu dans la relation, dans la tradition des druides, elle s'est perdue un peu. On a besoin de connexion. Et là, à ce moment-là, on a besoin d'œuvrer ensemble. Donc je lui ai proposé, je suis revenu en Mongolie pour le film. Et quand on a tourné le film, ça a été. Elle a pris le temps de discuter, savoir qu'est-ce que c'était que ce film. Et à partir du moment où elle a donné son feu vert, elle a donné le feu vert pour que tous les chamans de la région de Gerli-Nurgu se mobilisent pour se mettre au service du film. Et elle nous a aidés incroyablement, on n'aurait pas pu le faire. Ce film sera diffusé donc le 28 janvier prochain au Grand Rex pour cette journée exceptionnelle. Dans quelques secondes, on va voir le petit teaser, comme on dit, le petit extrait. Ouais. Évidemment, dans le film, tu dis qu'elle a bien pris conscience de l'importance des images. Oui. C'était parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas tellement en lien avec le cinéma. Mais quand elle a vu ces images-là, les chamans sont comme nous. On est dans une période de l'humanité très sensible où on a besoin d'œuvrer ensemble. Et quand elle a vu que par le biais du cinéma, elle pouvait transmettre des messages au monde qui concernent la planète, et ça a été le cas des chamans d'Amazonie, ils se sont dit c'est une opportunité pour transmettre des messages et éveiller les consciences. Et là, à ce moment-là, oui, le cinéma est bienvenu. Le film s'appelle Etugen. Voici un petit extrait qui dure à peu près 1 minute 30. C'est un extrait de ce film qui sera projeté d'ailleurs au Grand Rex lors de cette journée exceptionnelle. Et à l'issue de ce petit extrait que vous allez voir, on parlera du programme qui vous sera proposé. Et vous allez voir qu'il y a des figures, des personnages hauts en couleur avec des choses absolument exceptionnelles qui n'ont jamais été faites en France. Regardez, c'est vraiment qu'un petit extrait. Alors imaginez-le au Grand Rex le 28 janvier avec une dimension cinématographique, avec un écran superbe. Et évidemment, on va revenir sur le détail de cette très belle journée, 28 janvier 2024. Dans le film, et j'ai fait des petites captures d'écran, on te voit évidemment au milieu de tous ces chamans mongols. Et vous remarquerez que sur cette image, il y a une spécificité, c'est le costume. Le costume d'Arnaud Rioux qui a été confectionné par grand-mère, grand-mère Iyengar, et il est blanc. Il est blanc pour il est contrasté avec les autres. Clairement, il est blanc pour rendre hommage aux Celtes de Bretagne et aux druides de Bretagne, puisque mon ancêtre était de tradition celte et druide de Bretagne. Et c'est elle qui, en vision, a eu vraiment le dessin de ce costume, ce qu'on appelle une armure. Et ce qui est très étonnant, c'est que j'ai appris par la suite que certains druides de Bretagne portaient exactement cette armure-là. Voilà, c'est... Alors, il est blanc et c'est vrai qu'il y a un contraste ça saisissant. Mais ça correspond. Ça correspond au contraste de ce monde, quoi. Mais tu as l'air presque gêné ou... C'est la première fois que... Oui, un petit peu, c'est drôle parce que tu sais, la première fois que j'ai incorporé avec les chamans mongols, non seulement j'étais le seul à être en blanc, là où eux sont tous en noir ou en gris ou en sombre, mais surtout, il n'y avait pas l'interprète qui était avec moi. Et donc, je me suis retrouvé au milieu d'eux, avec pour eux une tradition qui est ancestrale, qui est engrammée. Le fait d'incorporer son ancêtre, c'est très impressionnant, c'est très particulier. Et je me sentais comme pas dans mon élément. Et il a fallu vraiment se dire, si, tu es dans ton élément, mais il y a toujours il a fallu du temps pour ça, pour moi, pour se dire ce qui se passe est naturel. C'était pas inné. Non, c'est pas inné du tout. C'est ça qui est très... Les gens ne se rendent pas toujours compte, mais tu sais, ça m'a demandé finalement presque beaucoup de courage d'assumer pleinement ce qu'on me demandait d'assumer. Voilà, ça peut paraître contradictoire. En France, tout le monde veut devenir chaman. Oui. Moi, c'était l'inverse. J'avais pas du tout envie d'aller faire avec eux parce que c'était, d'une part, j'avais peur. En plus, c'est un engagement à vie qui est 24/24. Donc, quand on est engagé à ça, on rigole pas avec ça, quoi. C'est vraiment quelque chose de fort. C'est une mission. C'est une mission. Et pour moi, à l'époque,
moi, ça fonctionnait bien, j'avais mes livres, j'avais mon lieu, j'avais besoin de rien, j'avais pas du tout besoin, j'étais connu comme un chaman français, etc., mais j'avais pas du tout besoin d'avoir ce lien aussi fort avec les Mongols. Tu t'es pas dit, ça va me donner une dimension entre guillemets de crédibilité supplémentaire? Alors, c'est pas la première chose que je me suis dit, et c'est drôle parce que Ayengat, qui est très visionnaire, quand elle m'a reconnu, elle m'a même fait un papier officiel avec les choses, paf, paf, les tampons, les trucs, en me disant, les Mongols vont te respecter. Mais elle me dit, c'est les Français qui risquent à être jaloux et qui risquent à te critiquer, ou etc., parce qu'ils vont, etc. Ce qui a été le cas. Hein. Ce qui a été le cas un petit peu. Et donc, du coup, au niveau des... pas au niveau du grand public, Non. parce que moi, je passe très bien au niveau du grand public, mais au niveau peut-être un peu de certains qui se sont posé la question, et c'est naturel, parce que on est tous liés à notre tradition, et on se dit, le chamanisme mongol, c'est pour les Mongols. Et moi-même, je me disais ça. Je me disais, le chamanisme mongol, c'est pour les Mongols. Et il a fallu, quelque part, le courage d'assumer, alors une fierté, oui, une peur aussi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est une peur aussi, une appréhension aussi, la peur de ne pas être à la hauteur aussi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, après tout, elle me demande de le faire et donc je le fais. Et c'est quelque chose que j'ai assumé, mais c'est, tu vois, les chamans, par exemple, mongols, eux communiquent assez peu. Et les chamans, d'une façon générale, sont... Moi, je communique beaucoup, finalement, et je sais que c'est ma mission. Mais tu vois, dans la tradition, tu as des chamans guérisseurs, tu as des chamans visionnaires, tu as des chamans qui sont des druides, et certains qui sont des orateurs, comme les griots, qui sont là pour raconter des histoires. Ça a toujours existé. Et moi, je me sens très proche d'eux. Hein, c'est c'est ceux qui ont vocation à raconter des histoires, plus que tout. Aujourd'hui, tu te sens pleinement dans ta mission? Ben, c'est surtout qu'aujourd'hui, je me dis, il n'y a plus le temps de tergiverser. Non, j'ai dépassé mes 60 ans cette année, je me dis, ça va, j'ai plus rien, quand je dis j'ai plus rien à prouver, je reste très, très, très prudent par rapport à ça, mais disons que les années que j'ai devant moi, je veux vraiment les passer à œuvrer pour ce que je crois que mon âme aspire, plutôt que de me justifier de ceci ou de cela. Voilà. 28 janvier, Grand Rex, événement exceptionnel, Etugen en diffusion avec un spectacle tout autour, si je puis dire. C'est un spectacle. C'est un spectacle. D'ailleurs, tu le prends comme ça et tu parles du rythme que tu as connu au théâtre, qui met en plus la pression supplémentaire en ce qui me concerne, parce que le rythme, voilà, on collabore, donc c'est nous qui allons le donner aussi. Mais tu as voulu concevoir cet événement comme un spectacle. Je me suis dit, ça va être un événement. Et tu me disais, qu'est-ce qui est dans les événements qui m'ont marqué, il y a eu la création du film, mais le Grand Rex, qui est quand même le plus grand cinéma d'Europe, 2800 places, il faut y aller. Je me suis dit, waouh, dans quoi je me lance? Et je voulais à la fois qu'il y ait le film, et ce qui m'a amené à faire ça, c'est que ça fait 8 mois que le film est sorti, et depuis, je n'ai que des salles pleines avec des gens debout qui applaudissent, et je me dis, mais je veux offrir à ce film et au public qui me fait confiance depuis 8 mois, près de 40 000 personnes ont vu le film déjà, Etugen vient d'être classé 6e documentaire en France en box-office. C'est inespéré. Donc je suis très... Et j'ai envie de célébrer ça. Et où le célébrer? Sur le plus grand cinéma d'Europe, au Grand Rex. Et je voulais que ça ne soit pas que la projection du film, je voulais inviter les intervenants du film, mais que ça ne soit pas une succession de monologues, c'est pas ça du tout. J'ai envie que ça envoie, j'ai envie que ça touche les cœurs, que les gens pleurent, que les gens rient, que les gens s'interrogent, que les gens soient touchés. J'ai fait venir des artistes, fait venir des musiciens, des chamans, et ça va bouger les 40 tambours de l'Académie. Enfin, ça va pulser dans partout sur les murs. Quoi. Et il y aura même, d'ailleurs, il y aura de la musique. Il y aura de la musique. Beaucoup de musique. Il y aura même des Hélène Tisman, qui est interprète international, concertiste international, Quentin Kayser, qui est handpan, un musicien magnifique, Jean-Paul Dessy, qui est un violoncelliste exceptionnel. Il y aura même des visuels. Des visuels aussi. Sur place, avec presque de l'acrobatie. David et Iris Lesage. David, qui est un musicien extraordinaire, et Iris Lesage, qui fait du yoga aérien suspendu. Enfin, je voulais vraiment qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est aussi mon âme, à la fois mon âme d'enfant, mon âme de metteur en scène, mais la spiritualité, ça ne doit pas être chiant. On doit s'amuser, ça doit être léger, et moi, quand je vois les rituels, j'ai envie qu'on en ait plein les yeux. Quoi. Est-ce qu'il y a des gens du film
Ouais. qui seront présents. Ah oui, oui, Il y a, oui, il y a- il y a beaucoup. Thierry Janssen. Il y a Thierry Janssen qui sera là. Il y a Marc. Pardon, je me perds dans les noms. Il y a Thierry Janssen qui sera là. Il y a Guibert Delmarmol, Oui. Kaz, qui est un chaman japonais. Il y a Marie-Estelle Couval qui va parler de l'intuition. Il y a Kevin Finel qui va parler de l'hypnose. Hélène Tisman, concertiste, qui d'autres. Voilà, je dois Est-ce en qu'il oublier y aura quelques-uns. des personnages du film, enfin des Ouais. protagonistes du film qui seront là? Ah, tous ceux-là sont dans le film, Ouais. donc tous ceux-là seront ici. Et il y a en plus quelques personnes qui ne sont pas dans le film qui seront là, notamment les chamans. On aura la présence de Tupan Garani, qui est un chaman qui vient d'Amazonie, la tradition Garani, puisque les Uniqueen ne seront pas là, donc il représentera l'Amazonie. Il y a quelques personnes qui seront là. En plus. Quand tu regardes le film, que j'ai vu encore une fois, et vraiment qui est absolument magnifique, c'est sans doute un des plus beaux qui traite de ces thématiques-là, quand on se dit de... Tu sais, il y a une émission qui s'appelle En Terre Inconnue avec Frédéric Lopez, ouais. où lui va se rendre justement soit sur des lieux comme ça un peu chargés d'histoire et avec des vibrations assez importantes, mais l'inverse, faire venir ces gens à Paris, ils doivent halluciner. Ça a été, ils ont, puisque nous on s'est déplacé en Mongolie bien sûr pour le film, mais certains intervenants qui sont dans le film, on les a invités en France aussi, et ils font part d'une capacité d'adaptation, moi, qui me bouleverse. Je pense notamment aux chamans d'Amazonie, Garani, Uniqueen, Tapajos, Munduruku, etc., qui sont venus en France pour la première fois et qui ont souvent quitté un village de 200 ou 300 âmes au bord de la rivière Amazonie pour débarquer à la capitale et aller à la Défense ou aller à l'ONU ou aller à la Commission européenne. Et pour eux, regardez ça. Et j'ai cette phrase quand même qui est émouvante d'une jeune chamane mexicaine qui me disait, quand je lui disais que c'est ta première réaction avec la France, elle me disait, la première chose, c'est que tout marche bien. C'est-à-dire que les portes sont fermes, la lumière, on appuie, ça a plu, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. Chez nous, ce n'est pas le cas. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Deuxièmement, vous êtes en grande sécurité. Moi, je ne peux pas traverser la rue sans avoir peur de me faire kidnapper, de me faire tuer, de prendre un coup de machette. Donc, vous êtes en sécurité, relative, mais en sécurité. Et elle me dit la troisième chose, et ça ne va pas avec les deux premières, c'est que vous êtes d'une tristesse incroyable. Et regardez comment vous êtes habillés. Vous êtes tous, les voitures sont bleues ou gris ou noires, et vous êtes tous habillés, alors que eux sont jaunes et rouges et vertes, avec des couleurs dans les cheveux, avec des choses. La couleur fait partie de la vie. Et elle m'a dit, quand je vois ça, elle me dit, pourquoi vous êtes si triste, vous, en France? Et là, quand tu te prends des questions comme ça, tu te demandes aussi, tiens, qu'est-ce qui fait que je suis né dans ce pays? Parce que, voilà, et qu'est-ce que tu réponds? Je réponds que on a couru beaucoup après le bonheur en croyant trouver le bonheur à l'extérieur. Et c'est le matérialisme à outrance, l'individualisme à outrance, en croyant qu'on pouvait être heureux par la matière et par l'individuel, là où tous les peuples premiers, eux, trouvent leur équilibre par le collectif, c'est-à-dire on prend soin de la famille. À chaque fois, toutes les traditions me disent « Mais qu'est-ce qui fait que vous laissez vos personnes âgées dans les hospices ?» C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Je dis « Bah oui, c'est vrai, mais voilà, enfin, je parle, les traditions sont différentes. » Donc nous, on a voulu croire qu'on pouvait être heureux individuellement, là où eux, ça fonctionne en famille et en clan. On prend soin de chacun, il y a la solidarité. Tu vois, je vais régulièrement, je sais pas, même en Inde. En Inde, moi, j'ai été accueilli, puisque je parraine une fondation, enfin, je préside une fondation, pardon, et je vais en Inde régulièrement pour rencontrer les filleuls. On fait beaucoup de parrainage, et j'ai été accueilli par des familles qui n'ont rien, vraiment, qui n'ont rien, c'est-à-dire qui vivent avec moins $1 par jour, et qui nous invitent à dormir, qui nous servent le thé, qui nous offrent du riz, qui nous offrent d'une générosité incroyable. Et je me dis, c'est quoi ce décalage? Nous, on a couru en se disant, on va trouver le bonheur en allant chercher à l'extérieur. Par la matière, par avoir une voiture plus brillante ou qui va plus vite, par avoir... Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne nous rend pas plus heureux. Ce qui nous rend heureux, et toutes les traditions spirituelles, on s'en rend compte, et ça, les voyages pour ça, c'est
d'être aligné à sa place et d'être dans le partage. Je vois Ouais. mes deux amis qui rigolaient en nous voyant et ils vivent avec rien. Et je leur posais la question tous les deux, je leur disais c'est quoi le secret du couple? Et ils ne comprenaient pas la question. Je dis c'est quoi? Vous êtes tellement heureux en couple. Je dis c'est quoi le secret? Puis ils se regardaient et puis la traductrice insistait. Elle disait, c'est quoi le secret du bonheur pour le couple? Ils ne comprenaient pas la question. Il m'a fait répéter 3 fois. Puis au bout d'un moment, il me dit je ne comprends pas la question. Je prends soin de ma femme parce que c'est ma femme, donc je prends soin d'elle. Et elle prend soin de moi parce que je suis son mari, c'est tout. C'est quoi? Et donc ça nous rend heureux. C'est quoi la question? Incroyable. Et là où je me dis, où nous, on a besoin d'auteurs, et moi le premier, à écrire des livres complexes sur le bonheur, sur etc., qui sont des questions qui leur passent à 3000 au-dessus de la tête, mais profondément, il y a la joie. Et la première fois que je suis allé en Mongolie, voir des familles d'éleveurs, où il y a une joie qui circule, Ouais. où je voyais des enfants, je me souviens, la réflexe horrible, horrible, du colon, de mes gènes de colon qui arrivent à ça, qui avaient pris des jouets et des livres pour les enfants, en se disant, les pauvres n'ont rien, mais moi je vais leur donner. Et puis quand je les ai vus jouer avec une roue de vélo et avec une bouse de vache pour faire des choses et avec rien et être dans la joie, et qu'à un moment donné, je dis, bah, j'ai quelque chose. Et j'osais à peine le sortir. Et quand j'ai vu qu'ils l'ont regardé, qu'ils l'ont remis et qu'ils ont continué à se dire, là, je me suis pris une claque en se disant, on croit que c'est ça qui va rendre heureux les enfants. Mais pas du tout. Ce qui rend les enfants heureux, c'est le lien entre les parents, entre les frères et sœurs, avec la rivière, avec les nuages, avec les animaux. C'est le lien qui nous rend vivants. Tu penses que c'est eux qui ont la vraie définition du bonheur? Ah, sans aucun doute, sans aucun doute. De la joie, si on associe le bonheur à la joie, bien évidemment. Et là, je distingue, nous on confond un peu tout, on confond la joie, le bonheur et le plaisir. Et nous, on court après le bonheur en allant chercher le plaisir. Donc le plaisir, c'est plus vite, plus grand, plus facile d'accès. Et on croit que... Donc ça, c'est la facilité, mais ça n'a rien à voir avec le bonheur. C'est ça, une forme de satisfaction égotique, de plaisir, mais ça ne nous rend pas plus heureux, c'est une certitude. Alors quand on voit grand-mère Iyengar en tenue évidemment au milieu des steppes de Mongolie, et quand on la voit là face à une affiche de cinéma, on se dit effectivement ça doit être un autre monde. Ça a été une petite histoire. J'emmène grand-mère Iyengar. J'avais à l'époque mon cabinet, je recevais mon cabinet qui était dans le 1er arrondissement, rue Jean-Jacques Rousseau, près du Palais Royal. Et il y a un passage, son nom m'échappe, peu importe. Et il y a un chausseur très connu à ce moment-là qui s'appelle Louboutin, qui fait des belles chaussures avec 17 cm de talons. Voilà, les semelles rouges. Et puis, quand je passe devant, je dis à Iyengar, je dis quand même, il faut que tu vois à quel point on est fou. Et donc, je lui montre ses chaussures. Et là, elle regarde ça et elle me dit, mais sachant que les Mongols ont des chaussures qui sont toujours en cuir pour ne pas abîmer la terre sur laquelle et qui sont toujours relevées la pointe vers le ciel pour ne pas écraser les fleurs, les brins d'herbe, etc. Donc pour laisser le moins de traces possible. Donc, et quand elle voit ça, elle me dit, mais pourquoi les femmes montent là-dessus? Et donc je réponds un peu rapidement, je dis, je sais pas, c'est pour se sentir plus en confiance, être plus haute, se sentir plus belle. Elle me dit non, c'est pas ça du tout. Et donc elle va interroger ses ancêtres, comme elle fait toute la journée, et elle revient, elle me dit pas du tout. En fait, c'est une invention des hommes pour couper les femmes de leur puissance, sachant que les 3 chakras fondamentaux se trouvent à l'extérieur du pied et sur le talon. Et le fait de mettre les femmes sur le talon, vous coupez les femmes de leur puissance. Vous avez bien trouvé le truc. Et dit aux femmes françaises de plus monter sur ces échasses. Et quand elle me dit ça, d'un seul coup, je me dis, ouais, il y a un décalage souvent entre leur vie quotidienne et la nôtre. Et je me souviens une fois avec un chaman du Tibet qui était venu en France et qui, à un moment donné, on était sur les Champs-Élysées avec des magasins partout, de choses. Oui. Et il me dit, il faut que j'achète une brosse à dents. Et je me dis, on va chercher une brosse à dents. Et puis, je commence à remonter le drugstore, Publicis, les magasins partout. Et il voyait tous ces magasins avec tellement de choses à vendre. Et on a mis une demi-heure avant de trouver une brosse à dents. Là où en Inde, c'est ça qui est intéressant, c'était une petite cahute dans laquelle tu as la brosse à dents, le dentifrice, le papier hygiénique, des bonbons pour les enfants, des cahiers pour écrire, des stylos, tout ce dont tu as besoin pour vivre. Et donc tu vas dans le magasin, tu trouves tout. Et nous, tu as les Champs-Élysées, tu ne trouves pas une brosse à dents. Et c'est là où tu te dis, effectivement, quand tu reviens à la vie
normale, occidentale, telle qu'on la vit ici en France, Ouais, ouais. tu sens un décalage Il y a un monstrueux. décalage très fort. Il y a un décalage très fort parce on s'est coupé de la nature, c'est une certitude, mais on s'est coupé de notre nature. On n'est pas ces consommateurs qu'on voudrait nous faire croire. Et c'est pour ça, ça me touche de voir tous ces chamans tellement lumineux, tellement Hmm. beaux, qui sont Très coloré, hein, très comme tu le colorés, disais, très ouais, très ouais, colorés, ouais. et très en lien, tu vois, quand ils portent la cocarde, c'est pour rendre hommage à leurs ancêtres, c'est pour rendre hommage aux esprits de l'eau, Hmm. c'est pour rendre... il y a une grande signification dans chaque détail du costume. Alors, Hein, si Taline Karaja porte un cercle ici, c'est pour rendre hommage au peuple de la Lune avec laquelle elle a des grandes connexions. Si elle a cette couleur bleue, c'est pour rendre hommage Donc tout a un grand sens. hmm. Voilà, c'est très... C'est pour ça que tu as autant de couleurs aussi sur toi? C'est pour ça que je porte le plus de couleurs possible. Et Ce bracelet, il y a ce une bracelet, signification? ce bracelet, il a été porté par, il n'est pas sur l'affiche, mais il est dans le film, Sian Uniqueen, qui m'a offert le bracelet à la fin du tournage. Et bien sûr qu'il a une signification. Il y a les 5 couleurs qui correspondent aux 5 éléments. Il y a le serpent, la jiboya, qui ramène à la fois la kundalini et notre joie intérieure. Donc quand on porte ça, et nos ancêtres avaient ce sens, c'est-à-dire si on fait ça, c'est qu'il y a du sens. Si on porte cette couleur-là, c'est pour renforcer notre lien à la terre ou notre lien aux éléments ou à l'eau. Ça a du sens. Et nous, souvent, on est coupé du sens. On fait les choses, on ne sait pas très bien pourquoi. J'ai relevé un paradoxe Mm. dans ce que tu as dit, enfin dans Il y en ce a que... Non, mais j'ai relevé ça parce que je me suis dit, parce que quand on parle de ces peuples premiers, Ouais. on voit qu'il y a une sagesse extraordinaire, fabuleux. En revanche, il parle d'insécurité. Ouais. Elle te dit, je crois que c'est grand-mère Ayangat qui te dit, moi j'ai peur de me faire enlever, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Ouais. J'ai peur. Il y a un vrai paradoxe C'est- entre cette sagesse qu'ils incarnent et justement ce mode de vie Ouais. qui est aussi dangereux. Alors, quand je disais ça, c'était pas grand-mère Ayengat, en l'occurrence, c'était une jeune chamane mexicaine qui me disait ça, qui avait 14 ans. Donc ça correspond à ça. Mais en même temps, même s'il y a cette peur, ce sont des guerriers. Ce sont des guerriers. Ouais. Je rends hommage à Tupan Garani qui lui aussi a peur parce qu'il a fait déjà plusieurs fois de la prison parce qu'on l'a dénoncé comme activiste. Donc ouais, ils ont peur. Tous les chamans qui sont là, Taline, tout le peuple Patacho, ont peur parce qu'en ce moment, l'Amazonie, par exemple, il y a des rapts d'enfants, il y a des viols de femmes, il y a des milices privées qui viennent dans les villages avec des armes lourdes. Donc ils ont peur pour leur vie et pour autant, ils sortent dernièrement, j'étais en lien avec une tribu Guarani qui me disait justement, on a été envahi par des promoteurs, mais on a les machettes, là où les autres ont des fusils en face. Donc c'est sûr qu'il y a une peur, mais pour autant, ça reste des guerriers tous. Ouais. Voilà, ça ce sont des images évidemment que vous verrez dans le film. Grande émotion aussi. Grande hein. émotion. Grande émotion. À chaque fois que je la vois. Elle est habitée. Hein. Ouais, habitée complètement. Et quand on a demandé de parler de la forêt, elle a été complètement habitée. Très absolument. Alice Patacho aussi. Ça aussi, c'est grande activiste. Tout ça, c'est ce que vous verrez évidemment dans ce film qui sera diffusé. Regarde ce regard. Ouais, c'est magnifique. Quand je regarde ce regard, ça m'émeut parce que tu as à la fois la joie et tu as la profondeur. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait ça. 28 janvier, Grand Rex, le plus grand cinéma d'Europe, le plus bel écran, et surtout tout autour de ce film qui sera projeté en début d'après-midi, mais la séance, enfin l'événement du 28 commence à 10h, de 10h à 19h, où vous allez rencontrer tous les protagonistes, une grande partie des protagonistes du film, bien entendu, et où vous verrez aussi tout cet univers qui tourne autour de ce que Arnaud Rioux a envie en tout cas de vous présenter. Il y a d'autres, j'ai capturé ça aussi. Voilà, qui sont des frères, vraiment des frères de cœur. On est très très en lien. Ils ont vu le film. Tous les chamans. Ils l'ont tous vu. Tous les chamans ont vu le film. Et c'est pour moi, s'il y en avait un qui disait on se reconnaît pas dans ce film, le film n'aurait jamais vu le jour. C'est vrai. Parce que pour moi, il y avait un engagement d'honorer, c'est une responsabilité. Juste un petit mot quand même sur la manière dont le film s'est fait. Ça n'a pas été non plus une aventure simple. Non, ça s'est fait. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, moi je vis ma vie sans scénario, Et il y a un jour où je me retrouve, c'est ça le départ du film, je me retrouve à un dîner et je dis à ma voisine, je pars dans 3 semaines en Mongolie pour aller recevoir une initiation qui a lieu une fois par an, etc. Et elle a cette petite phrase, elle me dit, mais tu prends une caméra bien sûr. Et au moment où elle me pose la question, où je vais répondre, je comprends la question.
C'est-à-dire, je comprends qu'il ne s'agit pas de prendre une petite caméra, mais qu'il s'agit vraiment de tourner un film. Tourner, ouais. Et donc, on est parti en Mongolie. On a tourné avec Balthazar Morvan, Mathias Sigono, Maud Beigner, ma co-réalisatrice. On a tourné des images magnifiques. On a vécu un moment de grâce, mais comme tu vis rarement dans ta vie. Je suis sûr. Quand on est rentré, on a regardé les images, on s'est dit waouh, c'est magnifique, ça ne peut pas s'arrêter là. Et là, on se dit ok, on ne va pas rester sur la Mongolie, parce qu'initialement c'était juste sur la Mongolie. On se dit on va ouvrir sur l'autre berceau du chamanisme, qui est l'Amazonie. Et là, on a donc décidé de partir en Amazonie. J'ai contacté les chamans avec qui je suis en lien. 8 mois pour organiser, c'est très très compliqué parce qu'il fallait les autorisations du gouvernement brésilien. On n'avait pas le droit après de prendre les caméras. Il fallait prendre des choses là-bas. Il fallait l'autorisation de la FUNAI qui organise avec les peuples premiers. Il fallait un producteur brésilien. Ça a été 8 mois de négociations très compliquées. Et 5 jours avant de partir en Amazonie, j'ai une intuition qui me dit putain, on ne peut pas partir. Et j'appelle mon interprète en disant, moi je sens qu'on ne va pas pouvoir partir. Il me dit, mais t'es fou, là, il faut y aller maintenant. Et je dis, non, je ne veux pas partir. Il y a un truc qui me coince et c'est impossible de partir. Elle me dit, écoute, j'y vais, rejoins-moi. Je dis, je ne suis même pas sûr de te rejoindre, je ne peux pas te dire pourquoi. Et 2 jours après, on apprend qu'il y a ce fameux confinement qui nous bloque. C'était ça la raison. Et elle est partie, elle s'est retrouvée 1 mois et demi. Elle a vécu l'horreur dans un hôtel de Lima. Et nous, on est restés ici. On ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Et donc, du coup, on n'a pas pu partir en Amazonie. Et on a décidé à ce moment-là, ne pouvant pas partir en Amazonie, on se dit, on va rester en France. Et en France, on va ouvrir le film à d'autres personnes en lien avec les thèmes du chamanisme, chamanisme et écologie, chamanisme et économie, chamanisme et santé. Et c'est là qu'on a interviewé Kevin Finel, Thierry Janssen, Guy Berdel-Marmol, Frédéric Lenoir et d'autres, en restant en France. Et à la fin du tournage, c'est ça qui a été incroyable, à la fin du tournage, je reçois un appel de quelqu'un qui me dit « Mais le moulin de Beaupré, c'est entre la Suisse et la Bretagne ?» Je dis « Ouais ». Il me dit « Bon, je suis avec une délégation de chamans d'Amazonie, on va comment dire, à l'UNESCO, est-ce que tu peux nous recevoir ? On va faire… » Et je dis « On va faire le film ici, quoi. » Et donc, ils sont venus, on a tourné la partie Amazonie en Bourgogne. À la maison. À la maison, on dirait pas. Dans ce lieu absolument magnifique. Ce lieu magnifique qui a une histoire incroyable, c'est là où j'ai installé l'Académie de l'Acte et puis le siège de Terranima. Et c'est là qu'on reçoit des chamans du monde entier toute l'année. C'est un petit joyau complètement perdu en Bourgogne, voilà, dans la campagne de bourguignonne, et puis on reçoit des chamans du monde entier. Est-ce que tes voisins savent ce que tu fais? Alors de plus en plus, mais alors c'est des fois ils sont à 1000 lieues de ça, mais pour moi c'est important justement de se rencontrer, donc j'ai fait une première porte ouverte, et puis on a envoyé. Des gens sont venus voir le film aussi, puis étaient très surpris finalement de voir que en fait finalement on est assez proche. Oui, c'est ça. Et évidemment, c'est un moulin qui est ouvert. C'est un moulin qui est ouvert, oui, évidemment, de séjourner avec toutes les thématiques que tu proposes. C'est ça. Il y a des cabanes dans les… Il y a des cabanes dans les arbres, il y a des chalets, et puis je reçois des groupes toute l'année. Il y a l'académie qui est installée sur place, donc on reçoit des groupes toute l'année. Voilà. Et il y aura donc le 28 au Grand Rex, il y aura des stands qui permettront d'avoir toutes les informations nécessaires. Tu fais bien d'insister sur le 28, parce que c'est ceux qui se diraient… ils vont attendre 2 mois après le 28 en disant c'est quand la prochaine fois. C'est pas un bon calcul, parce que je peux juste vous dire que le 28 c'est pratiquement 1 an de préparation. Ah oui, non, et donc c'est pas, je vais pas faire ça tous les ans et je vais pas reproduire ça à Brest ou à Montpellier. Venez. Oui, absolument. Et il y aura donc il y a des libraires qui seront sur place, il y a des stands un petit peu partout à différents étages du Grand Rex. Un petit mot évidemment parce que tu es aussi un homme engagé. Ça c'est important, mais c'est vrai, tu es un homme engagé, tu fais plein de choses avec ton association, et j'ai relevé, voilà 25 années de lien avec les cultures ancestrales. Ça c'est pour l'association Terranima. Terranima, une association que je préside, que j'ai créée il y a 7 ans de ça. Et tu viens en aide à ces peuples premiers? On fait en sorte de les aider directement sur place, parce que pour moi qui transmet leur message, c'est important qu'il y ait une aide concrète. Donc typiquement en Inde par exemple, on vient d'atteindre le 100e parrainage
parrainage. Donc on parraine 100 familles en Inde que je vais voir régulièrement, qu'on aide à vivre. On aide en Amazonie à la reforestation, à créer des bassins de pisciculture, puisque l'eau malheureusement est très polluée. On aide à la préservation des plantes médecines au Kenya, au Bhoutan. On aide des médecins amchi tibétains à faire leurs études traditionnelles. Donc on aide comme ça, il y a une douzaine de pays sur lesquels, au Maroc, on a des forêts des puits, etc. Et c'est de plus en plus, ça va prendre de plus en plus de place dans ma vie parce que voilà, c'est naturel quoi. Quand on a reçu beaucoup, on a besoin d'offrir beaucoup. Ouais, ouais. Certains, mauvaises langues vont dire, est-ce que c'est pas une manière de se racheter de notre vie occidentale? Peut-être il y a ça. C'est vrai que peut-être il y a ça aussi. C'est vrai que quand je vais dans des pays comme ça et quand je vais en Inde et que je vois la misère, je ne peux pas partir en disant allez ciao bye bye. Donc il peut y avoir un peu de culpabilité, de choses, de se dire on a la chance quand même. Ouais. On a de la chance. Tu penses qu'on a de la chance? Ouais. On n'en est pas assez conscient, mais on a de la chance d'avoir de l'eau dans notre robinet. On a de la chance d'être dans un pays libre. Quand je dis ça, je rentre pas dans les polémiques, mais tu vois ce que je veux dire. On a la chance d'avoir, on a la chance de pouvoir avoir accès aux soins quand même, quoi qu'il en soit, et on a la chance d'avoir un certain confort matériel. Voilà, là où quand même un tiers de la population vit avec $1 par jour, quoi. Donc oui, c'est vrai que quand on peut aider, quand je vois des populations dans le désert qui vont faire marcher 4 km, des gamines de 12 ans pour ramener avec des barils d'eau pour aller chercher de l'eau pour boire, je me dis que on n'est pas conscient, nous, que quand on pisse dans l'eau, dans nos toilettes, c'est de l'eau potable. C'est de l'eau potable. Oui, enfin, c'est une aberration aujourd'hui de se dire qu'il y a 1 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable et l'autre tiers qui fait pipi dans l'eau. C'est insoutenable. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me heurte. Et comme je fais partie de cette population privilégiée, quelque part, parce que je suis né dans un pays riche, du coup, j'ai envie d'aider, mais c'est naturel pour moi. C'est vraiment naturel. Je le fais naturellement. Ces peuples premiers, et notamment en Mongolie, ils savent ce que tu viens de nous dire là sur les toilettes avec l'eau potable. Ils le savent, des fois ils ont du mal à comprendre quand même. Et des fois, ce qui est terrible, c'est que quand les populations me disent mais il faut que vous arrêtiez de, je dis oui, mais malheureusement, je fais déjà partie peut-être des gens un peu conscients. On est nombreux à vouloir changer. Mais c'est pas parce qu'on veut changer quelque chose, ça se fait doucement. Régulièrement, après le film, les gens me disent qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis on peut changer un peu quelque chose dans notre alimentation, on peut changer quelque chose dans notre façon de vivre. On peut se demander l'origine de ce qu'on achète. Un vêtement, aujourd'hui, en moyenne, il est porté 7 fois avant de finir à la poubelle. On sait qu'à ce rythme-là, en 2025, il y aura autant de plastique dans les océans qu'il y a de poissons. Donc quand on voit ça, on est obligé de se dire, ok, on va arrêter de consommer du plastique, on va faire un peu attention, et voilà, on a besoin de changer. C'est certain qu'on a besoin de changer, parce qu'on est à la fin d'un système. Et puis, on a aussi besoin de rêver. Ouais. Et cette date du 28, c'est aussi pour ça. Ça, c'est joyeux, ça permet aussi de se rassembler en se disant on n'est pas tout seul. Parce que le pire qui puisse nous arriver dans cette période chaotique de fin de cycle, c'est se dire on est tout seul. On est tout seul dans notre... Non, on n'est pas seul. On est des milliers, des millions aujourd'hui à prendre conscience, à se dire il y a la fin d'un monde et il y a un nouveau monde qui est en train de se créer et il y a énormément d'hommes et de femmes qui sont les gardiens de ce monde et qui le portent avec détermination, engagement et humour et légèreté. J'insiste là-dessus parce que on a besoin de garder la joie. Tu sais, il y a 2 sentiments fondamentaux. Il y a la peur et il y a la joie. Et plus il y a de peur, moins il y a de joie. Plus il y a de joie, moins il y a de peur. Donc je crois que l'une des façons de répondre au cynisme du monde, c'est d'être dans la joie. Est-ce que tu es optimiste ? Je suis optimiste parce que je sais que le pessimisme ne mène à rien et que l'optimisme est meilleur pour la santé. Mais c'est pas une observation et je serai peut-être optimiste même quand je verrai la terre emportée par les boues. Je continuerai à rester optimiste en se disant de toute façon on rit bien de cette grande comédie.
Et tu es assez fou pour t'engager dans un périple comme le Grand Rex. Ouais. Pour, Oui, il faut être. Les gens se rendent pas compte de ce que c'est parce que c'est pas une monstrueux. C'est monstrueux. C'est 1 an de boulot. Bien sûr. C'est 16 personnes qui travaillent depuis 6 mois pour tout organiser, pour faire venir. C'est énormément de boulot. Il y aura 60 bénévoles le jour même. Il y a énormément d'engagement. C'est énorme le Grand Rex. Et puis surtout, ce qui est énorme, c'est quelque chose qui n'aura lieu qu'une fois et qu'on ne peut pas répéter. Parce qu'on ne peut pas, voilà. Donc ça sera un événement avec tout l'esprit. On va s'amuser, on va être touché, mais ça n'aura lieu qu'une seule fois. C'est magnifique, c'est éphémère. C'est comme le mandala, tu sais, quand les Tibétains font le mandala, c'est des heures et des jours et des semaines pour faire ces figures géométriques en sable. Et puis après, on soulève ça et on envoie le sable dans l'univers pour se rappeler de l'impermanence. Et là, c'est un peu un événement comme ça. On fait quelque chose qui nous demande un boulot incroyable, mais on ne le fait qu'une fois pour se rappeler que le monde est impermanent. Alors, je vais demander à Mo justement de mettre en gros plan l'affiche pour qu'on puisse voir ceux et celles qui vont participer. Kevin Finel qui va nous parler qui va faire une expérience pour mettre la salle en hypnose. Thierry Janssen qui va me faire une méditation très particulière. Guibert Delmarmol qui s'est soigné d'une maladie par le chamanisme, on en parlera. Marie-Estelle Couval qui va parler qui va faire une expérience sur l'intuition. Tupan Garani, je ne sais pas ce qu'on va faire encore avec lui, mais on va faire quelque chose de magnifique. Kaz qui va nous transmettre, c'est un guérisseur exceptionnel, il a une présence incroyable. Hélène Tisman qui est en ce moment aux États-Unis, qui est une pianiste concertiste exceptionnelle, qui sera là avec son piano à queue. Claire Mérigou qui est une chef de chœur exceptionnelle qui a fait une partie de la musique de Détougaine et qui sera présente. Notre ami Jean-Paul Dessy aussi, violoncelliste. La première fois que je l'ai entendu, je suis parti en transe, c'est d'un autre monde. Quentin Kayser qui est un musicien exceptionnel, qui joue du handpan mais d'une façon magnifique. Et puis David Lesage et Iris Lesage qui vont aussi apporter une note très moderne et participative. Voilà, 28 janvier 2024, c'est un événement. On est très très fiers de collaborer avec toi. Avec plaisir. Et on se retrouvera évidemment sur place. Pour terminer, Arnaud, il y a dans le film, il y a une phrase que j'ai retenue qui va presque être un mantra. Quand tu parles de la vérité. Ah oui. La vérité, écoutez cette phrase, je la trouve magnifique. Je l'ai dite à toute la rédaction, tout le monde m'a dit « Waouh, elle est puissante ». La vérité, quand il s'agit de parler de la vérité, tu dis « Suivez ceux qui la cherchent, fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée ». Quelle est ta vérité ? C'est ça, ce paradoxe-là, justement. C'est une phrase que je dois à Teilhard Deschardins. C'est une phrase tellement exceptionnelle qui nous fait chercher toujours la vérité, qui nous fait toujours aller de l'autre côté du grand mystère. C'est ce qui nous fait chercher la soif plutôt que l'eau. Parce que tant qu'on est dans cette quête de vérité, on est dans une forme de fragilité, de vulnérabilité qui est liée à l'ouverture du cœur. Dès qu'on a l'impression d'avoir trouvé, on devient arrogant, on devient fermé et on veut imposer un dogme parce qu'on a sorti la vérité du terreau de ses doutes. La vérité doit rester dans le terreau de ses doutes parce que c'est là qu'elle nous permet de maintenir le cœur ouvert. Tu es une belle personne. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci infiniment. 28 janvier, autour de cette vidéo, vous avez l'ensemble des liens qui vous permettront d'être avec nous pour cette grande journée exceptionnelle de 10h à 19h au Grand Rex, salle légendaire, mythique, le plus grand cinéma d'Europe. On pourra d'abord voir le film Et tu gagnes, bien entendu, et puis voir tous les protagonistes de ce film, plus d'autres surprises qui viendront s'agrémenter tout au long de cette journée. On a tout dit ? Merci Marc, en tout cas de tout ce que tu fais. Toi Merci aussi. infiniment, merci. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.